jusqu'au CM2, tout ça c'est bien beau, mais vous allez faire l'entrée en sixième. Les élèves subiront l'entrée en sixième avec des épreuves en français. D'accord, Voilà, d'accord. voilà, Donc ça c'est la transition en fait, quoi. C'est la transition qui vous amène du Sénégal vers l'Europe à partir de 1979, comme vous l'avez si bien dit. Et quand vous avez fait votre formation d'1 mois, c'est 1 mois. Et vous êtes revenu au Sénégal. Voilà. Et en 82 aussi, voilà, à Poitiers pour votre d'études, voilà, les techniciens avaient été invités pour être formés dans leur domaine, les pédagogues pareil, et voilà, et après on est revenu, bien sûr c'était un mois, et puis voilà, arrivé au Sénégal, terminé, l'expérimentation était finie, on attendait une extension qui n'a pas eu lieu, et voilà, et ça s'est arrêté là, là encore, comme toujours, rester à attendre des décisions et être payé sans rien faire, et ça me faisait mal, ça ne m'intéressait pas. Bien sûr. Et là, j'ai demandé justement, dès que l'action était possible, de faire un stage longue durée pour me former dans les méthodes communicatives. C'est ça qui m'a amené à Grenoble. À Grenoble, oui, d'accord. En 79. En 79. Voilà, lors de voyage d'études, je connaissais les possibilités, parce que là, les méthodes communicatives, et comme à la télévision, je suis venu, voilà. Une fois l'expérimentation terminée, j'ai demandé à faire un voyage de longue durée. Ce que je refusais de faire tant que l'expérimentation n'était pas terminée. Pas terminée, d'accord, vous avez attendu ce moment-là. Il faut dire que vous étiez bien français, parce que vous êtes né dans les 4 communes. Hein. Donc c'était facile pour vous de venir en France. À ce moment-là, il y a eu, après 1945, après la Seconde Guerre, il y a eu la loi Crémieux, on avait étendu la nationalité à tous ceux qui n'étaient pas nés aux 4 communes. D'accord. Donc les Sénégalais n'avaient pas ce problème-là après, dans les années 60, après l'indépendance. On pouvait même venir en France avec la carte d'identité. Tout à fait, à l'époque, oui, tout à fait. Alors, doyen, comment l'idée vous est venue maintenant d'aborder une thèse, de reprendre des études? Chaque fois, je vois double, et vous avez vous doublez les diplômes, quoi. Hein. Il y avait un petit papier que j'avais ici, où chaque fois, c'était 2 diplômes, vous cumuliez les diplômes, là. Mais pourquoi cette passion de... Comme je vous l'ai dit, je me suis senti aspiré par l'enseignement. D'accord. Apprendre et enseigner. Donc j'ai appris, voilà, comme je vous l'ai dit, je rends toujours hommage à M. Mahassar, député maire d'Agana. Après avoir fait mes études à Saint-Louis, c'est comme si je sentais que bon, je heurtais un mur. Mais quand j'ai été avec lui, c'est comme si on m'avait ouvert le crâne et on m'avait mis un soleil dans la tête. C'est pourquoi... oui, vous aimiez les études, quoi. Vous aimiez apprendre, Voilà, c'est ça. Et quand mon père, effectivement, m'a dit, je peux vous faire signer votre dossier, mais voilà, il y a une situation familiale qui veut que vous alliez tout de suite travailler. Et là, j'ai dit, en ce moment-là, je suis d'accord. Mais j'avais cette rage d'apprendre. C'est une rage, quoi, d'apprendre. Et j'ai dit, je suis sincère avec moi-même. Il y aura un moment où je pourrai prendre les études. Et là, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et j'ai dit, bon, d'accord, j'attends. Et effectivement, il s'est trouvé qu'il y a eu tout ce parcours pour mettre là de conseiller pédagogique, producteur pédagogique à la télévision scolaire. Et une fois où justement il y avait cette possibilité que l'agence de coopération culturelle et technique permettait aux gens de faire des stages d'1 mois ou même longue durée, j'ai dit maintenant que l'expérimentation était terminée, bon voilà, je vais aller faire un stage longue durée et j'étais venu pour une communication, pour les services techniques de la communication, pour les méthodes communicatives. Et quand je suis arrivé, il fallait 2 années préparatoires pour une maîtrise en sciences éthiques de la communication. Il n'y avait même pas encore de licence, il n'y avait que 3 universités qui faisaient la communication. C'est par la suite que Grenoble a obtenu et on nous a dit, bon, vous faites 2 années de préparation, 2 années préparatoires pour la maîtrise en sciences techniques de la communication. Et là, il nous fallait impérativement avoir un DEC qui accompagne
accompagner le certificat préparatoire. Et c'est ainsi que j'ai dit, bon d'accord, je vais faire un DEC première année en lettres modernes, j'ai fait un DEC première année en sciences du langage, et même j'ai payé des études pour un certificat universitaire de français langue étrangère. Certificat français langue, oui d'accord. Et fais-le. Je disais à mon cousin, quand je suis revenu cette première année, j'ai tellement appris que j'allais jusqu'à roter. Voilà. Oui, j'ai bien compris, vous étiez très rempli. C'est comme quand on mange au Sénégal et qu'on a bien mangé, on rote effectivement. Hein, et c'est pour dire aussi à la maman qu'on a bien mangé, qu'on a bien assimilé. Hein, et c'est une façon aussi de dire merci. Voilà. C'est l'année 87-87. En 87-88, j'ai terminé encore la deuxième année préparatoire en sciences et techniques de la communication. J'ai fait aussi un DEC lettres deuxième année, un DEC sciences du langage deuxième année. Voilà. C'est ainsi que j'ai terminé avec 2 licences, 2 maîtrises. Même l'année de la maîtrise, j'en avais 3. Mais comme je voulais terminer un DEA, ensuite maintenant le DE, et on me disait non, mais vous ne pouvez pas. J'ai dit bon, j'ai droit à une. Comme je n'ai pas échoué à mes examens, j'ai au moins une bourse pour un redoublement. Et en ce moment, et j'ai fait exprès, comme j'étais venu pour une maîtrise en communication, j'ai fait exprès de ne pas réussir cette maîtrise-là pour avoir une bourse qui me permettrait de faire un DEC. D'accord. Et un DEA. Un DEA. Et cette DEA, et là, je pouvais maintenant m'inscrire en fac. J'ai dit bon, je m'inscris et je retourne au Sénégal. Et ouais, on m'a dit non, maintenant c'est terminé, vous savez, voilà, vous savez ce que c'est au Sénégal, on fait tout pour ne pas vous laisser partir. Bon, on pouvait ne pas vous aider, et même m'a mis presque à la retraite aussitôt. Ah oui. Or que j'avais validé mes diplômes et j'étais à la hiérarchie A. Il y a eu une décision qui a été faite, mais ils n'en ont pas tenu compte. D'accord. En ce moment, je reviens sans bourse ni rien, j'ai continué. C'est en ce moment, donc, avec la maîtrise de DEA et un deuxième DEA, mais je me suis inscrit dès le premier DEA et j'ai dit à ce moment-là, je peux m'inscrire et même comme mon travail, c'est là où M. Cressel, Denis Cressel m'a proposé de faire de préparer cette thèse. J'ai dit, ok, en ce moment-là, la première année, je vais encore faire un DEA en communication parlée pour mieux connaître le domaine de la phonétique et de la phonologie. C'est ça qui m'a amené à ça. En communication parlée, d'accord. Un DEA en communication parlée, d'accord. C'est le deuxième DEA. C'est le deuxième DEA, oui, d'accord. Monsieur Dia, il a les diplômes, hein. Mais c'est parfait. Et voilà, donc j'ai pu terminer, j'ai pu faire ma maîtrise et tout. Une fois que j'ai commencé à travailler. En France, vous voulez dire? Vous avez travaillé en France? Oui, à Grenoble. Et dans quel domaine vous avez travaillé alors en France? Et dans quel domaine? Est-ce que c'était dans le domaine de vos études? Oui, disons qu'il y avait ce qu'on appelle l'espace de recherche. D'accord, ok. Qui permettait aux étudiants et aux professeurs, aux étudiants de troisième cycle et aux professeurs de pouvoir utiliser l'outil informatique. Et donc, ma formation en sciences techniques de la communication m'a permis aussi de travailler là-dessus et où je pouvais justement encourager les enseignants à venir à utiliser l'outil informatique, oui. C'est la machine, l'ancienne machine à taper, voilà, et les encourager à ça parce qu'il y avait des rébarbatifs. Il fallait les encourager à ça. Et les étudiants aussi, ça m'a permis aussi toujours de pouvoir compléter mes connaissances en lettres modernes parce qu'il y avait des doctorants en lettres modernes, des doctorants en sciences du langage, des doctorants dans d'autres domaines, toujours à l'université Sandal, l'université Tours. Et c'est ainsi que j'ai terminé. J'ai pu avoir, j'ai soutenu, en 88 j'avais terminé, après une année où mon professeur, mon directeur de thèse avait eu une année sabbatique et s'est disputé avec les gens de Grenoble et était parti à Lyon. Moi, je suis resté à Grenoble et j'ai terminé, j'ai soutenu. Et après
ma soutenance de thèse, j'ai pu avoir aussi ma qualification comme maître de conférence. Mais toujours, je suis resté à cet espace de recherche jusqu'à la fin. C'est pourquoi la copie de l'article que je vous ai envoyé me parlait de j'ai été l'hommage qu'ils ont fait pour moi, que j'ai été l'âme de l'espace de recherche. Tout à fait, oui, c'est ça. C'est une sorte d'école doctorale, en fait, c'est ça. Voilà. C'est ça, oui, un espace de recherche, de travail, etc. Voilà, oui. Bon, j'ai terminé par aussi des études postdoctorales qui m'ont permis de faire l'industrie des langues, la génération de textes sur informatique avec le département de communication. D'accord. D'accord. Alors, comment dire encore, vous avez fait une thèse dont voici le sujet. Élaboration d'une terminologie grammaticale en Wolof, métalangage en langue maternelle, manuel de grammaire pour les lycées, l'enseignement du Wolof en secondaire. Alors, pourquoi cette idée de créer effectivement, de travailler sur le Wolof? Est-ce que ce sont les théories de Cheikh Anta Diop ou bien c'est votre militantisme en tant que citoyen? Vous vous dites que la langue étant le véhicule d'une culture, il faut la maîtriser, la codifier, parce que si la langue est seulement parlée, je sais que vous avez fait un DEA en communication parlée, est-ce que la parole doit être transcrite? Et pourquoi vous avez fait une thèse sur la grammaire Wolof? Donc, disons déjà, quand j'ai commencé à enseigner avec la méthode traditionnelle comme instituteur, j'ai dit que les échecs souvent, c'est parce qu'on ne comprenait pas le français. Quand, par exemple, en mathématiques, en calcul, on avait tout l'énoncé d'un problème, mais il fallait comprendre d'abord ce que c'était, les énoncés. On ne pouvait pas mélanger des carottes plus le prix de tel. Il fallait donc comprendre ce qui s'est pris, ce qui c'est l'article, l'objet, faisait part du problème, ce qui était le sens de l'énoncé et ce qui amenait les gens à calculer. J'ai dit donc, il fallait bien comprendre le français. Et je me suis évertué à faire un enseignement traditionnel à l'école élémentaire. Voilà un bon enseignement. Et quand aussi il y a eu la méthode CLAD, j'ai vu le progrès que ça fait. C'est pourquoi ça m'a fait mal voir les gens qui ont combattu le CLAD en disant qu'on parlait trop bien le français, justement. Et là, j'ai vu les résultats concrets d'un bon enseignement de français qui faisait comprendre le français. Et les élèves se sont bien exprimés. Et j'ai même participé à, disons, je n'étais pas du CI jusqu'au CM2, mais un premier du Sénégal à l'entrée en 6e avec des élèves de l'école prière de Lille. Et mon ancien directeur m'a dit, mais non, le maître du CM2 se targue de tout ça, il a pris ça au bout de quelques mois seulement au CM2. Mais il y a un travail, je participe, moi si je disais, cet élève qui a réussi, c'est parce que justement vous y avez mis du sien. Une fois donc cela, j'ai dit, mais si on enseigne le Wolof, encore ce serait tant mieux, la compréhension va très vite. C'est comme une sorte d'éclair, quoi. Là ça fait des élèves lumineux. Bon, et effectivement, ça m'a encouragé à ça. Et j'ai dit aussi, justement, parce que nous avons été des enfants, les enseignants de l'indépendance, et là, j'ai dit, mais tout de suite, voilà, c'est l'occasion d'enseigner ce Wolof. Et je me suis mis, et effectivement, Cheikh Anta, on en a entendu parler et on a travaillé avec ça. Et à la télévision scolaire, justement, on a fait des émissions sur un livre, dont celui le livre que vous m'avez envoyé, les copies du livre que vous m'avez envoyé, du manuel. Et là, on a fait une émission là-dessus. D'accord. Et je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi je ne suis pas allé le voir en lui-même. Je l'ai entendu faire des petits politiques. Il n'était pas le bon politicien, mais il était il était bon politicien, mais ce qui importait, c'était justement cet enseignement du français, cet engagement, et que j'ai noté, et effectivement, on ne doit pas le laisser seul dans cette bataille. Donc on avait aussi notre part à tenir. À tenir, oui. C'est ça que ce qui fait, et quand on me dit ce qui a été justement maître depuis la première année de l'université en sciences du langage,
quand, justement, après ma maîtrise en français langue étrangère et sciences de communication, il m'a dit, mais vous avez enseigné donc le français, vous avez enseigné le Wolof à l'école élémentaire, bon, on va faire une terminologie grammaticale. Et là, voilà, on y allait. D'accord. C'est ça qui m'a... Très bien, très bien. Comment dire encore? Cet ouvrage a été publié où? Parce qu'on le trouve difficilement. On trouve la page de la thèse. On trouve la page de la thèse, mais on ne trouve pas le manuel. C'est... comment ça s'appelle? Un des ouvrages de thèse que j'ai là-bas. Oui. Sur le livre. N'importe quel volume. Ah, parce qu'il y a différents volumes. Ah, oui, La thèse a été... Il y a combien de volumes pour cette thèse? C'est l'atelier national de reproduction des thèses. D'accord, oui, d'accord, ça je connais, d'accord. Mais il n'a jamais été fait en livre, il n'a jamais été en manuel. C'est la première partie en Wolof, tout ce qui est en Wolof, donc le livre de grammaire. Oui. Et la traduction en français. Oui. Et ensuite maintenant le commentaire. D'accord, ok. Mais ça faisait... Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'il est question de les publier à nouveau? Parce que moi, j'aimerais bien qu'on les publie. Hein. Je vous l'avais dit quand je vous ai rencontré à Grenoble, que le travail qu'on va faire, c'est essayer, et c'est ce que beaucoup de jeunes, parce que j'ai envoyé, vous savez, votre petite participation de 2 minutes 30, etc. Et beaucoup de jeunes le suivent et me disent, Monsieur Sissoko, mais c'est pas possible, ce monsieur, il est là. J'ai dit, bah oui, il est là. Il me dit, mais pourquoi on ne va pas publier ces ouvrages? J'ai dit, bon, ce n'est pas facile du tout, mais je suis en train de voir avec des amis qui ont des maisons d'édition pour essayer de récupérer tout ça et de faire effectivement, de le vulgariser pour que les gens puissent effectivement savoir que ça existe, qu'il y a eu des précédents et que l'histoire de l'enseignement du Wolof n'est pas récente, la codification de la langue Wolof n'est pas récente, que les Africains ont toujours pensé dans leur langue nationale, que ce soit le Kirwandais, le Swahili, le Wolof. D'ailleurs, doyen, il y a une actualité en ce moment, on dit qu'il y a une perdition des langues nationales africaines. Mais le Wolof et le Kiswahili tiennent le vent en poupe. C'est une... J'ai eu l'information hier seulement, et je n'ai pas eu le temps de travailler dessus, mais apparemment, il y a une déperdition des langues nationales africaines. Oui. Mais le Wolof et le Kiswahili, le Swahili, tiennent. Voilà. Comment vous expliquez effectivement cette perte, effectivement, cette déperdition? On ne parle plus les langues nationales en Afrique, alors que le développement passe par les langues nationales. Cheikh Anta l'a bien dit, et vous l'avez très bien dit aussi tout à l'heure, quand vous faites des mathématiques et que... Oui, allez-y. Oui, là, je suis encore bien d'accord avec vous. Parce que là, je vais vous dire, en 1978, oui. C'est l'année où je suis arrivé à la télévision scolaire du Sénégal. D'accord. Je suis arrivé juste où on allait terminer. Et là, on nous a dit, mais vous êtes arrivé au moment où il y aura un colloque international d'évaluation de l'enseignement en langue maternelle à Bamako. À Bamako, ok. Et là, j'ai rencontré, voilà, en 78, avec le professeur Huys. D'accord. Qui est connu dans le domaine, quoi. À l'université de Dakar, ils le connaissent bien, aussi en France, ici, aussi au professeur Huys, qui était aussi quelqu'un qui travaille sur les langues nationales, sur les langues africaines. Et là, j'ai rencontré des gens de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale. Il y en avait beaucoup. Et là, c'était en 78. D'accord. En août 78. Et là, ils étaient nombreux. Il y avait une effervescence. Voilà, les gens, et chacun voulait s'impliquer pour un développement national des langues de leur pays. Et entre-temps, maintenant, la mondialisation est arrivée. Et les gens ne sortent plus de ça. Maintenant, les téléphones, le téléphone est là.
les gens maintenant parlent comme ils veulent et l'écrivent comme ils veulent. Il y a eu un boom des journaux, on a vu comment ils écrivaient, on essayait même d'écrire, mais sans respecter l'orthographe. Or, une fois que l'orthographe est fixée depuis 1971, on devait justement observer, c'est codifié, on devait faire cela. Même s'il y a une codification qui avait été voulue par Senghor, nous, on avait refusé cette codification en disant, écoutez, nous sommes sur un terrain expérimental à la télévision scolaire, ce qu'on avait dit. Il y a eu nos directeurs de la télévision scolaire qui nous disaient, mais écoutez, vous là, vous n'obéissez pas. J'ai dit, écoutez, qu'on nous laisse dans notre réduit, faisons de la pédagogie, nous allons faire, nous n'obéissons à rien, nous expérimentons. Et c'est ça qui nous a permis d'expérimenter. Mais maintenant, entre-temps, moi, je suis quelques productions sénégalaises, les gens parlent comme ils veulent, on ne les corrige pas. Quand j'entends Harbi, une émission qui a duré 2 ans, on sait le voilà, c'est Harbi, parmi les déterminants, voilà, parmi les 8 déterminants singuliers, on ne dit pas, voilà, mais on ne peut pas dire que le français a le oula, donc le wolof, on va le réduire tout à bi. Voilà, des choses comme ça. Et nous avons ça. Et malheureusement, on fait pas mal de séries, on prononce n'importe comment. On dit Tankebi, le français qui n'avait pas qui disait Kadhafi ou Khadi, on les Khadi. Bon, on a tout vu, bon, ces prononciations, mais personne ne corrige. Et voilà, les séries, on parle comme on veut, on dit comme on veut, il y a des... Docteur, il y a comme une banalisation du parler et je pense à un ami qui s'appelle Massamba Gueye, que vous connaissez, qui parle très bien Wolof, je pense, sous votre contrôle, Massamba, qui a fait les études avec mon frère qui est au Canada. Effectivement, il y a une banalisation et ce serait bien effectivement que au niveau de l'audiovisuel, qu'il y ait des gens comme vous pour contrôler et codifier le langage parlé. Parce qu'effectivement, il y a une dérive quand on laisse passer une façon de parler, mais ça s'installe comme une norme. Comme une norme. Et c'est ça qu'il faut éviter. Si on veut se développer avec une langue codifiée, il faut la respecter. Voilà. Et peut-être, je viens de comprendre que vous êtes venu après 58 à Grenoble, parce que à l'époque, il y avait l'école de Grenoble qui avait effectivement codifié aussi le Wolof. Hein? C'est ce qu'on appelle le Lijib Wolof. Lijib Wolof, vous allez me corriger, mais il n'y a pas de problème du tout. Je vais mal prononcer. Lijib Wolof, qui a été fait en 58. C'est ça, une belle aventure. Est-ce que vous avez suivi ce travail? Allez-y. Je disais que j'avais cette brochure-là. Ah, vous l'aviez, d'accord. Il y a la maison, l'adresse à la maison d'imprimerie. Vers les quais, là. D'accord, d'accord. C'est parce que justement, il y avait pas mal des amis de Cheikh Anta, c'est ça. Les autres ici. Bon, voilà, les Ndao, et puis avec l'exil d'Albouri, on a tout. Il y a pas mal d'effervescence. Il y avait les Badiaï de Diouf. C'est ça. En fait, Grenoble était un fief d'intellectuels. Grenoble était un fief d'intellectuels, mais je commence à comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, la 3e université qui avait un service de communication, si j'ai bien compris, c'était Grenoble aussi. Et peut-être parce que ces gens-là sont venus faire des études à Grenoble. À Grenoble, hein, voilà, à Grenoble, voilà. Parce qu'il y avait une excellente université de communication. Voilà. D'accord. Nous disons même que Grenoble est vu comme une ville universitaire, comme Saint-Louis. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Ah oui, ça c'est connu et reconnu. Jusqu'à présent, Grenoble est une ville universitaire, mais maintenant, en fait, le domaine scientifique et technologique a pris le dessus sur les langues, la linguistique, etc. Mais avant, effectivement, la communication... Je me rappelle une dame qui s'appelle Aram Diop Fall, la sœur de, comment dire encore, notre écrivaine Aram Diop Fall, qui a beaucoup écrit aussi sur le Wolof. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Vous connaissez cette dame, Aram Diop Fall? Aram, comme je vous l'ai dit, quand on était à la télévision scolaire du Sénégal, oui. Il y avait des gens clairs qui venaient nous donner des cours. D'accord. Il y avait Aram, la Saint-Louisienne. Oui. Il y avait Paté Mbodj. Il y avait Mbodj,
aussi qui était phonéticien. D'ailleurs, je lui avais même, à M. Boyd, je lui ai même donné des exemplaires de ma thèse. D'accord. Voilà. Et là, on avait des cours. Et justement, Aram avait un projet, il y avait un projet belge qui voulait savoir si on avait enseigné le Wolof comme objet d'étude. D'accord. Dans les différentes parties, dans les daras du Sénégal. Et justement, c'est Aram qui m'avait contacté pour qu'on aille faire le tour des daras en 1985. D'accord. Et en 1985, j'ai fait pas mal de daras, mais on m'a dit que non, c'était beaucoup plus un enseignement de l'arabe par le Wolof. D'accord. Le Wolof était enseigné. Il était écrit, d'accord, mais très souvent, quand on donnait un enseignement, en dehors des séminaristes voilà, de l'église et autres, dans les daras, on n'étudiait pas, il n'y a pas une grammaire Wolof qu'on étudiait, non. C'était justement un moyen d'écriture. Et j'ai fait Pire, j'ai fait Tuaon, Touba. Coquille. Touba, voilà, et Koki, et Bourg, bon, toutes les adresses qu'on avait avant de partir, et c'était avec Aram Faldiou, avec justement le professeur belge qui avait fait partie de mon jury. D'accord. Alors, on va terminer. Est-ce que vous avez connu Cheikh Anta Diop? Je sais que dernièrement, quand j'étais à Grenoble lors de les 100 ans de Cheikh Anta Diop parmi nous, vous nous avez fait profiter de votre savoir sur Cheikh Anta Diop. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces moments-là, hein? Il y a des moments que vous avez vécu en direct. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça? Puisqu'on est effectivement dans le centenaire de Cheikh Anta Diop. Donc, déjà, je l'ai dit, voilà. Déjà, je rebondis sur ce que vous avez dit en parlant de Cheikh Anta comme quelqu'un qui disait non, c'est pas par la violence qu'on arriverait à quelque chose. Et je vous avais déjà dit qu'il y avait un ami qui m'a dit pendant 5 heures, il a fait une conférence et intarissable, mais toujours il leur parlait du savoir. Oui, le savoir du savoir, oui, tout à fait. Allô? Allô?